à 1 mètre sous terre, des traces d'enfants, imprégnées il y a 2000 ans sur un sol d'argile. Les pas de nos ancêtres gallo-romains. Montant vers nous, ils dévoilent des empreintes que le temps n'a pas effacées, certaines visibles même de notre ciel contemporain. Car les Helvètes ont érigé autour de leur capitale Aventicum des remparts dont le pourtour dessine un D que l'on distingue encore, signature d'une architecture romaine. Et c'est dans l'enceinte de ce dé immense que ressurgissent au fil des ans les joyaux de l'ancienne civilisation. À quoi ressemblait la vie des Helvètes? Quelles étaient leurs habitudes, leurs goûts? En 2015, au moment de célébrer les 2000 ans d'Aventicum, de nouvelles découvertes affinent nos connaissances. Des regards, enfouis il y a quelques mois encore dans le sol, complètent les pièces de ce puzzle extraordinaire. Nous sommes aux portes de ce qui était autrefois Aventicum, la capitale des Helvètes. Et il faut imaginer dans cette plaine une grande ville avec près de 20 000 habitants. Et tous les monuments caractéristiques d'une ville romaine, tels qu'un théâtre, un amphithéâtre, des bains publics, des temples et bien évidemment aussi un forum. La petite cité d'Avenches, à la silhouette médiévale, est bâtie au-dessus de l'antique capitale des Helvètes, dont elle n'occupe qu'une portion. La plus grande partie de la ville romaine qui se trouve dans la plaine, au pied de la colline, est actuellement un champ de verdure, d'une promenade magnifique pour les Avenchois, et puis en même temps d'avoir été la capitale d'Helvétie romaine pendant près de 3 siècles, c'est prestigieux. Seule une pellicule d'herbe et de terre recouvre les vestiges de l'ancienne ville qui demeure encore largement inexplorée. Il suffit de creuser quelques dizaines de centimètres au-dessous de l'asphalte ou des champs pour qu'apparaissent déjà des restes de routes, de murs et des objets. Dès lors, comment la ville romaine a-t-elle pu ainsi disparaître? Comment des monuments aussi vastes que l'amphithéâtre ont-ils pu être recouverts pour n'être plus qu'une cuvette de pâturage et de verger jusqu'au XXe siècle? On pense aujourd'hui qu'Aventicum a peu à peu perdu de son importance sans même avoir été détruite par les invasions barbares et que sur ses ruines, un bourg s'est construit et reconstruit sans cesse. Des pierres de monuments antiques ont été récupérées au Moyen Âge et intégrées dans les murs où elles apparaissent aujourd'hui encore. À la différence de villes romaines ensevelies et longtemps oubliées, comme Pompéi, l'existence de l'ancienne Aventicum a été continuellement connue et quelques vestiges témoins sont même toujours restés debout. Plusieurs de ces grands monuments sont encore visibles aujourd'hui sur le site d'Aventicum. Et parmi eux, un monument particulièrement emblématique, c'est la colonne du cigognier, qui s'appelle colonne du cigognier parce que les cigognes ont l'habitude de venir nicher au sommet de cette colonne. Alors, les habitants étaient très attachés au fait que les cigognes viennent, et donc ils ont toujours réparé la colonne. Ils ont fait en sorte qu'elle reste debout pour que les cigognes puissent y nicher. En réalité, cette colonne appartient à un ensemble de colonnes qui représentent au fond la partie frontale d'un temple. Au-dessus de ces colonnes, il y avait un fronton et le tout représentait vraiment la pièce où on honorait les dieux. Et ce temple est particulièrement intéressant parce qu'il est construit sur le modèle d'un temple qui existe à Rome, dans la capitale, et qui se trouve sur le Forum de la Paix.
Les Helvètes étaient originaires du sud de l'Allemagne. C'était un peuple celtique qui avait émigré progressivement sur le plateau suisse au cours des 2 siècles précédant notre ère. Voilà à quoi pouvaient ressembler les Helvètes. Ces Helvètes qui font partie de la grande tribu des Gaulois ou des Germains, représentés de cette manière, à longs cheveux lisses, partant sur le côté, une formule, un type de chevelure caractéristique et des Gaulois et des Galates du côté de l'Asie mineure. Le plateau suisse, où les Helvètes s'étaient établis, a été conquis par Jules César en même temps que la Gaule. Très rapidement, les Helvètes ont adopté la culture romaine. Son urbanisme, sa religion, sa langue, sa monnaie, son art. Et jusqu'à la représentation de la louve allaitant Romulus et Rémus, emblème de la fondation de Rome. Cette sculpture a été trouvée dans une grande demeure d'Aventicum. Les constructions urbaines ont commencé peu avant l'an 15, à la fin du règne d'Auguste, le premier empereur romain. Les bases architecturales de la ville ont alors été dessinées. Sa position géographique justifiait pleinement la fondation d'une cité d'importance. Elle se trouvait à l'intersection de grands axes routiers reliant l'Empire. De l'ouest, la route romaine passait par l'actuelle ville de Besançon, le col de Jougne, Yverdon, Payerne, puis, d'Aventicum, la voie poursuivait vers le nord et l'est par Soleure et Aoxt, proche de Bâle. La route du sud passait par le col du Grand Saint-Bernard, puis Ost, d'où l'on pouvait gagner Rome. La navigation offrait, elle aussi, de bonnes voies de communication, grâce à la présence de 3 lacs et de canaux reliés entre eux. Dès sa fondation, Aventicum a eu ainsi son port sur les rives du lac de Mora. Dans les années 70 après Jésus-Christ, un mur d'enceinte a été érigé. Il avait pour but d'afficher l'importance et la magnificence de la cité, bien plus qu'à servir de muraille de protection, comme on le connaîtrait habituellement au Moyen-Âge. Le voyageur qui arrivait dans la capitale des Helvètes passait par l'une des 4 grandes portes érigées aux points cardinaux. Celle de l'Est est encore bien visible. Les Helvètes nous ont légué quelques-uns de leurs visages visiblement romanisés. En revanche, ils ne nous ont laissé aucun ouvrage littéraire et ils ne sont que sommairement cités dans les textes antiques. Les Helvètes ont très vite adopté le latin, comme dans l'ensemble de l'Empire. Malgré tout, on connaît quelques termes de leur langue celtique. Quelques termes sont parvenus jusqu'à nous. Char, boue, chêne, talus, tonneau, caillou. Ces termes de la langue celtique ont été transmis par les langues romanes jusque dans le français parlé quotidiennement aujourd'hui. La langue celtique est une langue orale. Les Celtes n'ont pas développé une écriture avec son alphabet propre. Quand ils avaient besoin d'écrire, ils utilisaient l'alphabet grec ou l'alphabet romain. Le nom d'Aventicum a pour origine le nom d'une divinité, Aventia, qui apparaît sur plusieurs inscriptions. Aventia, avec cette racine av, aou, est liée au nom de l'eau. Alors comment est-ce qu'on le sait que ces termes ont une origine celtique? Eh bien, des auteurs latins nous l'ont dit, comme Pline, qui nous parle du bouleau, Betula, qui a une origine celtique, ou Suétone, qui nous parle de ces pantalons que l'on connaît par le biais d'Astérix, ces braies. C'est un terme typiquement celtique. Les petits Helvètes portaient probablement des braies ici, dans la région d'Avanches. Il est difficile de dire si les enfants helvètes ressemblaient aux visages sculptés que l'on a retrouvés, car les représentations sont des styles romains, souvent idéalisés, et elles-mêmes inspirées de l'art grec.
Est-ce que les enfants allaient à l'école? Pour Avenches, on ne sait pas vraiment, mais ça ne devait pas être différent du reste de l'Empire. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait pas d'école publique, c'était des écoles privées. Donc il suffisait qu'il y ait qu'un maître trouve un certain nombre de parents qui soient d'accord de payer des leçons à leurs enfants. Alors ce maître se réunissait avec ses enfants sous un portique. Il n'y avait pas de salle de classe proprement dite. Une chose intéressante pour Avenches, c'est qu'on a retrouvé sur les murs, sur la peinture qui ornait un portique, des graffitis avec des vers latins et puis toutes sortes de représentations d'animaux. Et on peut très bien imaginer que c'était une salle de classe et que les enfants se sont donné à cœur joie d'écrire sur les murs de ce portique. Comme les Romains, les Helvètes écrivaient leurs messages rapides sur de petites tablettes de cire à l'aide de stylets, dont on a retrouvé de nombreux exemplaires. Le stylet était un outil généralement en fer ou en bronze, pointu d'un côté et aplati de l'autre. De l'extrémité pointue, on se servait pour écrire. Sitôt lus, les messages étaient effacés. On se servait de l'extrémité aplatie du stylet pour gratter la cire et céder la place à un nouveau message. C'était faire tabula rasa, qui a donné l'expression « faire table rase ». Grâce à l'écriture, qui s'est développée par la civilisation romaine, une série de notables est connue à Avenches, en particulier la grande famille des Camilli, qui est à l'origine de toute une série de constructions dans la ville même. Une autre famille, celle des Otacilii, est connue, elle, par Quintus Otacilius Paulinus, patron des bateliers de la Saône et du Rhône, qui dirigeait tout le commerce du Léman à Marseille. Et l'inscription qu'on lui connaît à l'entrée du forum en fait un proche de l'empereur Hadrien. Et ce qui est peu connu, c'est que des empereurs ont vécu à Avenches. Titus, le constructeur de l'amphithéâtre de Rome, le Colisée, a vécu enfant à Avenches, chez son grand-père, Flavius Sabinus, qui était le père de Vespasien. Il était banquier, le premier banquier chez les Helvètes. Tout laisse à penser que les Helvètes ont rapidement adopté la mode romaine, à en croire les objets retrouvés à Avenches. La classe aisée, en tout cas, semble s'être parée des coiffures et de l'habillement que l'on pouvait voir à Rome. Des restes de vêtements complètent nos informations, telle une semelle à clous ayant peut-être appartenu à un soldat helvète. Les objets usuels qui nous sont parvenus ont été souvent préservés parce que leurs propriétaires les avaient perdus. Des peignes, des épingles à cheveux, parfois décorées de bustes de divinités, ont pu tomber dans un interstice du plancher, ou alors ont été abandonnés, soit que la maison ait brûlé, soit qu'on ait jeté ces objets dans une poubelle, ou qu'ils aient été enterrés dans un dépotoir. Beaucoup de femmes portaient des bijoux, cela dépendait aussi de leur statut social. Si elles étaient riches, c'était plus démonstratif. Elles avaient des boucles d'oreilles en or avec des pierres précieuses, des colliers, des bracelets. Et puis si elles étaient moins riches ou si elles étaient esclaves, elles pouvaient aussi avoir des bijoux, mais en matériaux moins précieux comme le fer ou le bronze par exemple. Certains bijoux avaient d'autres fonctions que simplement décoratives. Cette bague à capucine, trouvée lors des fouilles de 2014, est composée d'un fleuron perpendiculaire à l'anneau qui faisait office de clé et permettait à son propriétaire d'ouvrir des coffrets. L'artisanat était très développé dans la région d'Aventicum et permettait de subvenir aux besoins de la vie quotidienne. On a pu prouver la présence de verriers, et il est probable que les objets de verre courants aient été réalisés sur place. On a aussi retrouvé des poteries de facture locale, décorées à la main selon une méthode appelée barbotine. On y voit souvent des animaux de la région. Cet art a survécu jusqu'à nos jours.
En tant que céramiste, 2000 ans après, je suis en quelque sorte le continuateur des potiers d'Avenches et je m'attache tout particulièrement à respecter strictement les méthodes de travail de l'époque, c'est-à-dire premièrement les cuissons au bois, absolument nécessaires pour ce genre de céramique, un choix d'argile très particulier que je vais souvent chercher dans la nature et la préparation de matériaux très particuliers qu'on appelle les barbotines, qui l'on va utiliser pour le décor. C'est une argile délayée dans de l'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance d'une crème épaisse. Et au moyen d'une pipette, on obtient par dépôt des motifs animaliers, des motifs de personnages, des motifs géométriques, les possibilités sont infinies. Les matériaux et les denrées étaient régulièrement acheminés par bateau à Aventicum. Les bateliers, à la fin d'un voyage parfois mouvementé, rendaient grâce à leur dieu protecteur. Ce type de rituel apparaît illustré sur un gobelet en argent trouvé à Avenches. Une rareté qui permet de voir tout particulièrement une barque, l'arrivée de pêcheurs à bon port. Le pêcheur étant en train de fermer sa voile, un autre se faisant accueillir par une dame qui remercie les divinités de voyage en se penchant au-dessus d'un autel sous une ancre qui a été offerte sur un arbre qui forme le paysage. Les aliments courants des Helvètes nous sont connus grâce à diverses sources, comme les peintures murales qui ornaient l'intérieur des maisons d'Avenches, les décorations sur des poteries, les mosaïques, les dépotoirs, ainsi que les types d'ustensiles de cuisine. On peut identifier les diverses viandes grâce aux ossements préservés dans des dépotoirs de l'époque. Car il était parfois plus rapide d'enterrer les détritus plutôt que de les brûler, ce qui a permis dans certains cas de les préserver jusqu'à nos jours. On retrouve aussi des graines, des noyaux de fruits, autant d'éléments qui, ajoutés aux textes anciens, nous fournissent une bonne idée de la nourriture d'alors. Les Helvètes mangeaient la plupart des légumes qu'on connaît aujourd'hui. Juste une différence importante quand même, les légumes et les fruits n'étaient pas aussi dodus, aussi charnus. Le panais était ligneux, chétif, la carotte jaune, idem. Les légumes étaient âcres. On mangeait de l'oignon. Les Helvètes, les Romains mangeaient énormément d'ail. Ils assaisonnaient leurs plats avec de la hache, qu'on nomme ici plutôt l'herbe à magie, de la sauge, beaucoup de menthe et d'autres fines herbes qu'on trouvait dans la forêt ou dans les bords de chemin, ici de l'origan. Le fromage existait déjà, donc du fromage de chèvre, du fromage frais, du fromage de brebis. Mais le fromage dur à pâte dure était aussi consommé. On consommait aussi du fromage de vache. Des faisselles en argile ont été retrouvées. Ces moules à fromage étaient perforées. On y plaçait le lait caillé et le petit lait passait à travers les trous, un procédé encore employé aujourd'hui. C'était peut-être des délicatesses. L'empereur Antonin, père adoptif de Marc Aurèle, serait mort d'avoir trop mangé de fromage des Alpes. Mais Pline l'Ancien estime quant à lui que le fromage gaulois avait un goût de médicament. Comme aujourd'hui, des champs de céréales étaient cultivés aux alentours de la ville. Souvent du blé, de l'orge. Les moutures sont différentes, fines, grosses moutures. Les pains, toutes les formes existaient. On pouvait acheter des petits pains, on achetait du pain aux graines avec des goûts dedans comme de l'anis ou du fenouil ou même du poivre. Tout le monde ne pouvait pas se payer de la viande. Et si on pouvait se payer de la viande, il ne faut pas imaginer que c'était des steaks ou des filets. C'était plutôt de la viande coriace qu'il fallait bouillir. Et après, peut-être on pouvait la griller pour enlever son air. Le sel était courant et on sucrait les desserts avec du miel local. Les Helvètes importaient aussi de nombreux produits. On a retrouvé des coquilles d'huîtres, des noyaux de dattes, des représentations de figues. Ils importaient aussi les olives. Ils mangeaient de l'huile d'olive. Ils mangeaient aussi de l'huile de noisette. Ils importaient un condiment. Ce condiment est utilisé dans quasiment tous les mets helvètes et les mets romains. C'est du garum. Le garum est une espèce de pâte d'anchois fermentée
qui a un goût très puissant. Lors des fouilles, on retrouve régulièrement des cuillères, des couteaux, certains munis de manches en os finement travaillées. Cette cuillère en argent, découverte à Avenches en 2014, a une forme arrondie. Mais les Romains, comme les Helvètes, n'employaient les couverts que pour servir les aliments, les étaler ou les couper. Ils mangeaient avec les doigts. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les repas se prenaient assis autour d'une table, et ce n'est que dans certains banquets de la classe aisée qu'on était couché sur des divans. Les pots, la vaisselle, étaient non seulement de fabrication, mais aussi de provenance très variée. Si une grande part des ustensiles étaient faits sur place, certains pouvaient provenir d'autres régions de l'Empire, comme cette coupe richement colorée. Connue de tout temps à l'état sauvage, la vigne a été cultivée en certaines régions de Gaule plusieurs siècles avant l'arrivée des Romains. Mais avec eux, la consommation du raisin et du vin est devenue beaucoup plus courante. Bacchus a trouvé bon accueil chez les Helvètes. Bacchus, c'est un dieu qui a une importance forte à Avenches. C'est autant le dieu des jardins que le dieu du théâtre, que le dieu des montagnes. C'est le dieu des paysages, c'est le dieu du vin. Pour s'assurer d'une bonne existence, on dressait à l'intérieur des habitations un autel dédié aux divinités de la maison et du foyer, les lares. D'origine étrusque, cette pratique englobait aussi un culte aux ancêtres. Plusieurs statuettes étaient placées côte à côte. Il y avait le lard de famille qui protégeait chaque membre. Le chef de famille, une fois par jour, faisait la prière devant l'autel, placé généralement dans l'atrium, au centre de la maison. Dans l'espace public, la religion est omniprésente, à l'image de cette statue de Minerve, déesse de la guerre, mais aussi de la sagesse, qui mesurait plus de 2,80 m de haut, qui trônait sur le forum ou à proximité du forum et que l'on implorait ou que l'on vénérait en passant devant elle. On avait dans le monde romain une quantité de divinités à disposition qui avaient toutes leurs spécificités. On pouvait implorer Junon, par exemple, une divinité de la grossesse, une divinité du mariage, de la fécondité, peut-être pour obtenir un accouchement dans les meilleures qualités possibles. On pouvait s'adresser également à Mercure. Mercure, le dieu des commerçants, le dieu des artisans. C'est une divinité qu'on connaît déjà dans le panthéon celtique. La tolérance de l'Empire était extrême. On agglomérait en fait l'ensemble des religions, des peuples conquis, intégrés dans les provinces, et on acceptait les citoyens comme leur divinité. Donc on a une multitude de divinités à disposition auxquelles on va s'adresser pour obtenir quelque chose, selon le principe du do ut des. Je te donne une offrande, je te fais un sacrifice, mais en contrepartie, j'attends quelque chose. Donc voilà un peu la relation de l'individu, du citoyen, avec son panthéon, avec ses différentes divinités. À Aventicum, comme ailleurs dans l'Empire, l'amour s'exposait ouvertement, et avec d'autant moins de retenue que les dieux étaient évoqués, sacralisation libératrice de la séduction, des sentiments amoureux et du sexe. Sur une plaque en plomb, 3 grâces nues, déesses de beauté et de fécondité. Couvercle ou modèle pour un miroir, on voudrait pouvoir, en le retournant, saisir le regard de la personne qui à Avenches s'y mirait.
Les amours sont des enfants, les enfants de Vénus et de Mars, et ils sont les représentants de cet amour qui va tirer une flèche sur l'amant ou sur l'amante pour provoquer l'amour. Les représenter comme ici dans des appliques, sous forme d'appliques, qui vont décorer des meubles à l'intérieur de la maison, c'est précisément convoquer l'amour à l'intérieur d'une pièce comme une chambre à coucher ou dans une salle à manger. Les parures témoignent des sentiments et des mots doux qui s'échangeaient alors. Sur cette bague, un mot latin gravé, Amadeus. Ces bijoux que l'on s'offrait habituellement lors des fiançailles pouvaient exprimer un vœu, vive vita ou vitam, vita vie, vie une longue vie, une vie heureuse. Les représentations à caractère sexuel foisonnent dans tout le monde romain et on en trouve beaucoup d'exemples ici à Avenches. Mais plutôt que d'y voir le caractère purement sexuel de ces objets, il faut plutôt se représenter leur côté symbolique, comme la fertilité ou la fécondité. Ce genre de phallus était porté en signe de protection. C'est un pendentif, il faisait partie d'un collier, qu'on mettait régulièrement pour se protéger du mauvais œil. Le soir, à la maison, les habitants d'Avenches s'éclairaient de différentes manières. Les chandelles n'étaient pas rares, comme en témoignent les bougeoirs retrouvés et parfois décorés. L'éclairage d'intérieur le plus courant était la lampe à huile. On en découvre régulièrement dans les débris des maisons lors de fouilles. Mais ce qui est rare, c'est de trouver des restes de lits. Et plus surprenant encore, des lits importés de l'étranger. On en a trouvé de nombreux fragments à Avenches, provenant de l'île de Délos. C'est une île grecque qui est spécialisée dans la confection des lits en bronze. On suppose qu'ils étaient acheminés en pièces détachées et qu'ils étaient ensuite remontés sur place. Élément très important de la décoration, les mosaïques. Elles paraient le sol des habitations et représentaient d'innombrables scènes de la mythologie gréco-romaine, ou alors des jardins, des animaux de toute espèce. Certaines grandes demeures étaient construites à l'extérieur des cités, à l'extérieur d'Aventicum. Nous nous trouvons ici dans la campagne environnante à Vallon, à environ 5 km d'Avenches. Et nous avons la chance dans ces bâtiments de pouvoir observer 2 mosaïques encore en place. Découvertes dans les années 80, dans un état de conservation remarquable, ces mosaïques démontrent que les Helvètes n'étaient en rien coupés de l'art qui circulait dans tout l'Empire. Si certaines grandes demeures comme celle de Vallon étaient bâties dans la campagne, d'autres, énormes, se trouvaient en plein cœur d'Aventicum. Le palais de derrière la tour occupait une impressionnante surface de la cité actuelle. Le long de la rue du Pavé, des vestiges de murs émergent à peine au pied des immeubles modernes, ruines apparemment insignifiantes, et pourtant, ce sont bien là les restes d'un palais 2 fois plus long que celui de Buckingham. C'est un bâtiment qui a été construit dans son extension maximale, disons au début du IIIe siècle, et qui était la propriété d'un très riche personnage d'Avenches. Donc, quand on entre dans ce bâtiment, on monte un escalier frontal, une grande entrée, puis on arrive dans une grande salle de réception qui était ornée au sol d'une mosaïque. C'est une salle qui faisait 12 mètres par 18, donc c'est pas rien, c'est l'aspect public là, du bâtiment. Et ce bâtiment s'ouvre sur une cour qui distribue un certain nombre de pièces. Il y a une deuxième partie plus privée qui abritait le propriétaire et toute sa famille. Il y avait 7 aqueducs qui amenaient l'eau potable depuis les collines avoisinantes jusque dans la ville. Ces aqueducs étaient souterrains. Une canalisation comme celle-ci alimentait ensuite les bains publics, les fontaines et les riches maisons privées. Toutes les villes de l'Empire romain possédaient des édifices de bains publics. C'est également le cas ici à Avenches où on en connaît 3 à ce jour. Alors il faut imaginer une architecture, un mode de vie où on est à l'extérieur, un mode de vie méditerranéen,
alors qu'on se trouvait, comme aujourd'hui, dans un climat qui pouvait être rude, avec de la neige et un temps très froid. Ici, je me trouve sur le sol où les gens marchaient dans cet édifice des thermes de Perruet. Il faut savoir qu'un édifice de bain public possédait 3 pièces principales, une pièce chaude, une pièce tiède et une pièce froide. On entrait dans la pièce chaude, qu'il faut imaginer un petit peu comme les bains à l'oriental aujourd'hui, où on avait une température qui pouvait atteindre 60 degrés et des piscines chaudes à peu près 40 degrés. On avait ensuite, après les bains, la possibilité de se faire masser, de se faire parfumer, habiller, donc toutes des salles annexes qui se trouvaient autour du bain proprement dit. Donc ce sol sur lequel je me trouve était chauffé par-dessous par un système de chauffage très perfectionné qui permet de chauffer le sol par de l'air chaud. On a ici le niveau du sol, et ce sol était soutenu par ces colonnettes, des colonnettes qu'on appelle des pilettes et qui se trouvaient partout dans la pièce. C'est entre ces colonnettes que circulait de l'air chaud qui était produit par plusieurs foyers. Cet air chaud ensuite longeait l'intérieur des murs dans des briques creuses, permettait donc de chauffer aussi les murs de la pièce et les fumées s'évacuaient par des cheminées. C'était un véritable chauffage au sol. Les constructions dédiées au bien-être et au loisir constituaient avec les temples les grands édifices publics. Un monument très important d'Avenches, c'est naturellement son théâtre, qui va de pair avec le sanctuaire du Cigognier. Ce sont 2 bâtiments qui ont été construits ensemble. C'est un même projet architectural. D'ailleurs, ils se font front, ils sont tout à fait dans l'axe l'un de l'autre. Donc ce théâtre date de la même époque, à savoir de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ. Les acteurs portaient habituellement des masques que l'on connaît grâce aux peintures, aux mosaïques et aux sculptures qui les représentaient. Mais des objets personnels illustrent eux aussi le monde du théâtre. Ici, une réplique de masque en ivoire décore une boîte à bagues. Un acteur tragique. Les comédiens étaient souvent des esclaves ou des affranchis. Ils clamaient des vers tout en s'accompagnant d'instruments comme la lyre. Voilà une haleine un peu plus douce que celle de ma femme. Alors c'est toujours difficile de savoir ce qu'on représentait dans les théâtres de province. On n'a pas d'informations, mais on peut bien imaginer que les pièces qui avaient cours à l'époque ont pu se jouer dans ce théâtre. On sait aussi qu'il y avait du mime, de la pantomime, qu'on aimait bien rire aussi des personnages qui nous gouvernent, comme on le fait aujourd'hui avec les revues, par exemple. Moi, j'aimerais mieux, s'il le fallait, boire l'eau d'une santine que de l'embrasser. Construit au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque d'Adrien, puis agrandi sous Marc Aurèle, l'amphithéâtre d'Avenches était le lieu de grands spectacles, pouvant réunir environ 16 000 personnes. Toute la population, notables, simples citoyens et même esclaves, pouvaient y assister. C'est un monument qui était plus grand que ce qu'on voit encore aujourd'hui, puisqu'il faut rajouter une dizaine de gradins, donc c'est pas rien. Et la route qui passe à l'intérieur de la ville coupe une partie des contreforts de l'amphithéâtre. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas sa grandeur initiale. Il y a tout lieu de penser que les festivités ressemblaient à ce qui se faisait ailleurs dans l'Empire. Joutes sportives, combats d'animaux et de gladiateurs. Ces scènes étaient en tout cas connues des habitants d'Aventicum, à en juger par le nombre d'objets retrouvés qui y font référence. Les gladiateurs sont régulièrement représentés. Certains d'entre eux étaient de véritables vedettes internationales, même si beaucoup avaient un statut d'esclaves. Leur valeur était telle que dans l'arène, leur mise à mort était rare et que des médecins s'empressaient de venir soigner leurs blessures à l'issue des combats. Les mosaïques de Vallon illustrent le genre de scène qui devait parfois se jouer dans les arènes d'Avenches. Ce pavement représente une scène de chasse en amphithéâtre qui met aux prises différents animaux avec des belluaires, ces gladiateurs qui se battaient contre les bêtes féroces.
Il est possible que le propriétaire de ces bâtiments ici à Vallon ait été un sponsor de certaines fêtes, de certaines représentations dans les arènes d'Avenches. Les spectacles étaient agrémentés de musique, trompettes, tambours, mais aussi d'un instrument surprenant dans ces circonstances, l'orgue. Parfois de grandes dimensions et très puissant, il accompagnait les combats de gladiateurs, produisant des effets sonores probablement excitants et effrayants. On était loin des tons mélodieux que, dès le Moyen-Âge, les églises allaient obtenir en se réappropriant l'orgue. Mais l'instrument, lui, avait été inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ déjà. À Avenches, on a retrouvé un sommier d'orgue de petite taille qui devait avoir sa place à l'intérieur d'une demeure. Jean-Jacques Gramme, conservateur du musée de l'orgue à Roche, a réalisé une reconstitution de l'un de ces instruments qui fonctionnait avec un régulateur hydraulique. Le premier orgue au monde a été réalisé par le fils d'un barbier grec dénommé Ctésibios et nous sommes en l'an 246 avant Jésus-Christ. Un certain Héron l'Ancien nous décrit toutes les pièces détachées de ce premier orgue comme si on pouvait les acheter au prochain supermarché pour faire un kit. L'instrument est formé, comme tout orgue, d'une rangée de tuyaux dans lesquels de l'air passe et produit un son. Aux côtés du musicien, un assistant actionne en permanence une pompe qui comprime l'air et l'envoie dans l'instrument. Un système hydraulique très ingénieux assure la constance du volume sonore. Les touches s'abaissent comme celles du piano et remontent grâce à des ressorts faits de lames de corne. Peu d'Helvètes ont eu l'occasion de voir l'empereur une fois dans leur vie. Mais son visage leur était familier, notamment grâce aux pièces de monnaie en cours frappées à son effigie. Bien plus encore qu'incarnation du pouvoir central, il était vénéré comme un dieu. Au XXe siècle, la découverte d'un buste absolument unique allait faire d'un empereur philosophe l'emblème d'Aventicum, Marc Aurèle. La découverte du buste de Marc Aurèle est liée à des travaux qui se sont faits sur le sanctuaire du Cigognier à partir de 1938 dans le cadre d'un camp d'occupation pour chômeurs lausannois. Et c'était en fouillant une canalisation qui passe sous le temple qu'un ouvrier a eu la chance de découvrir un objet un peu brillant comme ça, qu'il a nettoyé avec le pinceau. Et c'était un buste en or d'un empereur, un buste de 1,5 kg d'or, 18 carats. C'est quand même une découverte extraordinaire hein, qu'on ne fait pas tous les jours. C'était en avril 1939 et ce buste était isolé dans cet égout et probablement a été déposé là, a été caché à un moment donné pour des raisons que l'on ignore. Il a été à peine écrasé sur le visage. On peut bien imaginer qu'à l'époque, lorsqu'il a été enfoui dans cette canalisation, il devait l'être dans une caisse qui a dû le protéger parce qu'il n'y avait pas eu d'écrasement hein, du poids de la terre sur lui. Donc il était en très très bon état. Ce regard sculpté dans l'or complète un autre héritage, les écrits intimes et profonds de l'empereur Marc Aurèle qu'il intitula « Pensée pour moi-même ». Songe à cette vie que tant d'autres ont jadis vécue comme toi, à cette vie qu'après toi d'autres vivront encore, à la vie que mène à cet instant tant de nations barbares, et calcule combien il y a d'hommes qui n'ont jamais entendu même prononcer ton nom, combien qui t'oublieront dans un moment, combien qui peut-être te louent aujourd'hui et qui demain s'empresseront de te déchirer. Et tu te diras que le souvenir des hommes est certainement bien peu de choses. On va se chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes. Tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver un asile en toi-même. Quand on fait une faute contre quelqu'un, on en commet une aussi contre soi-même, puisqu'on se pervertit. Que la bonté est chose invincible, pourvu qu'elle soit réelle. Que peut faire le plus violent des hommes si tu conserves toute ta bonté à son égard ? Si le buste de Marc Aurèle est à ce jour la plus marquante des découvertes faites à Avenches, les fouilles offrent d'autres surprises de taille. Les deux mausolées d'Anchaplix, à 1 km de la ville,
avait une hauteur de plus de 20 mètres. Comme pour toute autre cité romaine, c'est d'abord une allée de tombeaux qui accueillait le visiteur entrant dans la ville. Au bas d'un des monuments retrouvés figure un petit personnage, c'est Attis, dieu d'origine asiatique, symbolisant la mort et la renaissance après la mort. On lui offrait des petits jardins pour évoquer la régénérescence et la vie dans l'au-delà. Attis est l'ancêtre des nains de jardin. D'autres sculptures appartenant à ces mausolées évoquent les esprits marins. Le dieu Triton, fils de Neptune, sait calmer la tempête et apporter la sérénité. Les morts étaient enterrés ou incinérés. Souvent, leurs objets usuels les accompagnaient dans la tombe, telle cette scie d'artisan. Placée parmi ses cendres, elle a été pliée, signe qu'elle ne servira plus, mais qu'elle demeurera près de celui qui la possédait. Les tombes dans lesquelles on plaçait les objets courants fournissent ainsi de précieuses informations. Les cendres elles-mêmes étaient souvent déposées dans des vases auparavant utilisés pour les besoins de la vie ordinaire. Protégés, notamment dans des caisses de bois ou sous des voûtes, certains de ces objets ressurgissent parfois quasiment dans l'état où ils ont été laissés il y a 20 siècles. La datation des objets et des monuments a fait un bond en avant ces dernières décennies, et le temple de Sigonier en est un exemple très frappant. Ce monument a été érigé dans une zone inondable, donc dans un marais qui aujourd'hui est asséché. Et les fondations de ce temple reposent sur des pilotis de chêne. Et grâce à la dendrochronologie, on a pu dater ces pilotis extrêmement précisément, notamment de 98 après Jésus-Christ, donc la date d'abattage des bois. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Le principe de la dendrochronologie consiste à mesurer la largeur des cernes d'un bois et de le comparer à des bois qui sont déjà datés. Chaque année, les arbres produisent un cerne de croissance. La largeur de ces cernes dépend du climat de l'année en cours et des années précédentes. La première étape est la mesure de la largeur des cernes. Ça se passe sous une loupe binoculaire. On mesure chaque cerne au centième de millimètre. Ensuite, on dessinera un graphique de croissance de ces arbres. C'est une courbe dendrochronologique. Ces courbes dendrochronologiques sont les outils qui nous permettent de comparer la croissance d'un bois avec celle d'autres bois. Alors, dans le cas du Sigonier, nous avons reçu 16 pieux de la fondation du temple. Pour certains, l'écorce était encore présente, ce qui est une grande chance parce que ça nous permettra de dater l'abattage des arbres à l'année près. En comparant ces bois à des références déjà datées de la période romaine, on peut dire que ces arbres ont été coupés entre le mois de septembre de l'an 98 et le mois d'avril de l'an 99. À Avenches, les fouilles sont généralement entreprises à l'occasion de travaux, de réfections de canalisation par exemple, ou de nouvelles constructions. Aujourd'hui, quand on veut construire, il est nécessaire d'obtenir une autorisation du service archéologique qui peut procéder à des sondages ou à des fouilles avant de délivrer le permis de construire. Ce qui est important pour nous, c'est d'être présent dès le tout début des travaux. C'est-à-dire dès qu'on enlève la terre végétale du secteur qui va être construit, nous voulons être présents parce que dès ce moment-là, on peut trouver des vestiges romains ou des objets qui se trouvent là dans le sol. Alors ces fouilles qui commencent au chemin du Soleil vont porter sur une parcelle actuellement en jardin. Et nous allons commencer par débarrasser ce jardin des arbres, de la végétation, et par faire un premier décapage, comme on appelle ça, du couvert végétal, en suivant l'appel mécanique. Et tout notre travail consiste à descendre strate par strate sur l'entier de la surface et de faire sortir les vestiges par phase, les vestiges qui se sont accumulés dans ce secteur-là. C'est vraiment soit soigné, parce que toi, il y a la couche de charbon au fond.
Vous l'avez appelé comment ce sol? Pour distinguer une période d'une autre, le plus souvent, on se réfère à la présence de remblais qui ont été mis en place entre chaque nouvelle phase de construction. Ça fait parois qui versent dedans, puis ça repose sur cette... À l'issue de la fouille, l'ensemble du mobilier, essentiellement céramique, les ossements et des pièces comme celle-ci, commence par être lavé, séché, et nous procédons ensuite à un tri par matériau ou par type de mobilier, et nous les enregistrons dans les collections du musée. Dans quelques instants, des objets vont ressurgir de terre après 2000 ans. Les archéologues ont toutes les raisons d'en être persuadés. Nos caméras tournent pour recueillir ce moment qui sera poignant, que la découverte se révèle importante ou non. Ils vont avoir la main heureuse. Lorsque l'on trouve une monnaie, on a toujours une certaine émotion, que ce soit une monnaie ou un autre objet. Mais c'est vrai que les monnaies sont peut-être plus parlantes parce que selon l'état de conservation, on arrive tout de suite à distinguer un visage ou un nom. On voit qu'elle est complètement recouverte de corrosion et de sédiments terreux qui nous empêchent d'identifier la monnaie. Je vais procéder premièrement à un nettoyage chimique avec de l'eau et de l'éthanol qui permet à la fois de bien enlever avec la pression de l'airbrush les sédiments terreux avec l'eau, et l'éthanol permet d'éviter un contact trop prolongé de l'eau avec le métal qui est sensible justement à l'eau. Ensuite, là, je dégage la corrosion cuivreuse avec le scalpel. Je suis vraiment la surface originelle de la monnaie pour enfin arriver à l'état initial de la monnaie lorsqu'elle a été perdue. La pièce se révèle particulièrement intéressante. Datant du début du 1er siècle, elle est contemporaine de la fondation d'Aventicum et représente l'empereur Auguste. Quand un objet sort de la fouille, c'est un moment important dans la vie d'un objet parce qu'il a séjourné pendant presque 2000 ans dans le sol. Dans le sol, c'est un environnement plutôt stable, il n'y a souvent pas d'oxygène ou peu, l'humidité et la température sont assez stables. Et lors de la mise à jour de cet objet, il y a un changement brusque de l'environnement. Tout à coup, il y a l'oxygène qui rentre en contact avec l'objet, la température augmente, l'humidité fluctue. Tous ces éléments-là induisent souvent une dégradation accélérée de l'objet. Ceci est surtout le cas pour les objets organiques parce qu'ils ne supportent pas un dessèchement rapide, donc le bois, les ivoires, le cuir par exemple. On va les stocker dans un environnement humide. Les objets métalliques, par contre, sont plutôt stockés dans un milieu sec ou sans oxygène pour freiner cette corrosion qui peut aller très vite si on ne fait rien. Un autre volet de la conservation-restauration, c'est la restauration en soi. On intervient directement sur l'objet, sur le dégagement de l'objet.
On est là dans le dépôt archéologique du site et du musée romain d'Avenches. C'est un dépôt qui mesure à peu près 2000 mètres carrés et où sont entreposés plusieurs milliers d'objets. En réalité, ce sont à peu près les 98% de toutes les trouvailles qui ont été faites sur le site d'Avenches depuis le 19e siècle qui sont exposées là et les 2 autres pourcents sont exposés au musée. Le musée recèle les pièces représentatives de la culture gallo-romaine à Avenches, allant des débuts de la construction de la ville jusqu'à son déclin progressif 4 siècles plus tard. Parmi les beaux objets découverts, certains restent à ce jour énigmatiques, laissant la place à nos rêves et à nos compréhensions futures.